Alors, quels sont les pays qui pratiquaient la circoncision et est-ce qu'on peut leur attribuer une origine commune, c'est-à-dire qu'à partir d'un pays, ça s'est répandu ailleurs, ou est-ce qu'elles ont des origines différentes? Alors, répondons à la première question. Il y avait au Moyen-Orient beaucoup de pays où la circoncision était pratiquée. Il y a notamment, se pose le problème de l'Égypte. Bien sûr. L'Égypte, oui, on atteste une pratique de circoncision, non pas sur les momies d'ailleurs, mais à travers des bas-reliefs. Mais il n'y a que 5 à 7 textes qui parlent de circoncision dans l'histoire égyptienne, sur 4000 ans. Dans la Bible, il me semble me souvenir que les textes sont assez ambigus parce que d'un côté, on les traitait d'incirconcis et d'un autre côté, il semblerait, d'ailleurs la Bible fait allusion à divers peuples qui sont circoncis et les cite nommément, et je ne me souviens pas si l'Égypte est citée parmi eux. Normalement, non. Mais à partir du 5e siècle, 6e siècle, on a des informations d'historiens qui précisent que les prêtres égyptiens pratiquaient la circoncision. Et il n'est pas exclu que ce soit en réalité un rite de classe sociale qui soit réservé uniquement aux prêtres et peut-être à la famille royale. Mais pas au peuple. C'est très curieux parce que c'est donc un signe distinctif, un signe d'élévation, un signe de noblesse ou de prêtrise, c'est-à-dire un signe d'importance religieuse. Ça n'est pas tout à fait exceptionnel, puisque pour des raisons que je connais mal, mais je pense qu'elles sont hygiéniques, la circoncision est pratiquée dans la famille royale d'Angleterre, vous le savez. Bien sûr, bien sûr. Parce que la famille royale est supposée descendre de David. Ah oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de légendes là-dessus, sur l'origine davidique. Mais toute l'histoire de la table ronde, les chevaliers de la table ronde, d'Arthur, de Guenièvre, de Lancelot, c'est le reflet, l'interprétation moyenâgeuse de l'histoire de Bézabé, de Uri le Hittite, de David et des 30 preux qui étaient autour de David. Il y a beaucoup de choses à dire sur la circoncision. En tout cas, elle a existé avant même Abraham. Oui, d'ailleurs, sans entrer dans l'exégèse, sur laquelle je ne suis pas du tout un expert, mais Abraham n'est pas surpris et ne demande pas de précision, d'ailleurs, sur l'exercice de la circoncision. On connaît, c'est un rite qui est connu dans toute la région. Mais les Sumériens n'étaient pas circoncis. Les Sumériens non plus. N'oublions pas, Abraham est un Sumérien. Bien sûr. Les Sumériens, ça correspond à la Mésopotamie, à l'Irak. Aujourd'hui, les Irakiens sont circoncis, mais pour d'autres raisons. Mais c'est un rite de fertilité, aussi pour Abraham, j'imagine. Là-dessus, bon, c'est de la théorie, parce que c'est pas du tout mon domaine, mais tout simplement parce que c'est quand il est circoncis que Sarah, plus tard, sera fertile. Donc, effectivement, aussi bien des psychanalystes que des sexologues ont montré que la circoncision libère, en quelque sorte, et la sexualité et la fécondation. Et elle établit surtout un lien de parenté entre le père et le fils, et la reconnaissance de la parenté du père par la belle famille, donc par la famille de la mère. Ah oui, c'est assez intéressant. Vous avez des spéculations sur le mot khatan. Il faut qu'on parle de ça. Alors, khatan en hébreu, ça veut dire un fiancé, et ça veut dire un gendre. Et d'ailleurs, même en arabe, ça a des significations tout à fait parallèles. Donc c'est extrêmement curieux de voir que ce mot signifiant gendre signifie également que la famille, que l'autre famille, la famille de la belle-mère, du beau-père, a des droits sur le fiancé à travers la circoncision. Ce que vous écrivez, ça m'a paru extrêmement exotique. C'est-à-dire que c'est la belle famille reconnaît le père comme étant le père de l'enfant de la fille de la famille. Et pourquoi a-t-elle besoin de la circoncision pour ça? Ça fait partie des rites. Sipora pratique la circoncision, soit sur Moïse, soit sur son fils, et c'est elle qui en prend l'initiative. Ah oui, c'est vrai que dans plusieurs sociétés, c'est la femme qui a la responsabilité de la circoncision. Là, vous venez de citer un élément très important de l'histoire biblique. Moïse, rentrant en Égypte, apparemment n'est pas circoncis, ce qui est quand même assez curieux, mais ce qui peut s'expliquer parce qu'on ne sait pas si apparemment les Hébreux n'avaient pas le droit de pratiquer la circoncision en Égypte, ce qui prouve que ce n'est pas vraiment une coutume égyptienne, et ils ont tous été circoncis à la sortie d'Égypte. La Torah précise même, car Josué les a fait, même 40 ans après, Josué les a fait circoncire, parce qu'à la sortie d'Égypte, ils n'étaient pas circoncis. Donc, la femme de Moïse circoncis Moïse, ses enfants, il y a effectivement une ambiguïté dans le texte. Oui, mais il est vrai que
À l'époque d'Antiochus IV, Épiphane, quand il interdit la circoncision aux Juifs, il condamne à mort les mères qui pratiquent la circoncision. C'est elles qui se promènent, qui sont obligées de se promener avec leur enfant mort autour du cou, parce qu'elles ont pratiqué la circoncision. À ce moment-là encore, je crois que les femmes pratiquaient, elles, avaient l'initiative de la circoncision des enfants. Ah oui, c'est effectivement cru dans ces sociétés syriennes, assyriennes, enfin du Moyen-Orient. C'est comme si les femmes pouvaient exiger la conversion de leur futur gendre. Et la reconnaissance du père. Parce que c'est très important de reconnaître le père unique. N'oublions pas que pendant une très grande période de l'humanité, on ne faisait pas de lien direct entre la paternité, enfin le fait que la femme soit enceinte et donne naissance à un enfant, et l'acte sexuel du père. Il n'y avait pas forcément un lien direct de cause à effet. Alors que la circoncision précise et marque ce lien direct. Bien sûr, et crée une parenté. Voilà, qui est indiscutable entre le père, le fils, et avec la mère, qui elle-même est reconnue, alliance qui est donc reconnue par la belle famille. Nous en parlerons dans la suite de cette émission, parce qu'effectivement, ce rapport à la circoncision et à cette sorte de parité entre le père et le fils, et le fait que, en étant circoncis, le fils, quelque part, reçoit la paternité, nous verrons que ça joue un grand rôle dans la sociologie contemporaine. Vous parlez également de choses qui surprendront nos téléspectateurs, à savoir de circoncisions successives. Oui, il n'est pas exclu que l'on ait pratiqué à ces périodes-là plusieurs circoncisions à certaines étapes de la vie des hommes. Il suffisait peut-être de changer de tribu, d'entrer dans un autre clan, un rite de serment avant une bataille, et donc de pratiquer des circoncisions collectives et qui pouvaient être répétées plusieurs fois dans l'année. Aujourd'hui encore à Madagascar, il y a des circoncisions collectives. Aujourd'hui encore, les Malais pratiquent plusieurs circoncisions au cours de leur vie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe moins dans le prépuce Ça veut dire qu'au départ, me semble-t-il, l'ablation du prépuce n'était pas complète, n'était pas le but, n'était pas l'objectif. Même si on c'était de faire couler du sang. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, on pouvait la circoncision des Hébreux par Josué illustre très bien ce propos-là. Hein, parce que pourquoi n'aurait-il pas été circoncis avant? Peut-être qu'à l'entrée en terre promise, à ce moment-là, oui, il y a un second rite, puisqu'on entre dans une nouvelle terre, et aussi qu'il faut tisser des liens avec les déesses locales de la fertilité. Oui, vous avez un chapitre de votre livre qui dit « La circoncision légitime l'accès à la terre ». Oui. Oui, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'on ne mérite la terre d'Israël ou la terre d'un autre pays pour d'autres sociétés que si par la circoncision, on fait quelque chose qui l'ensemence ou l'arrose, l'irrigue, c'est ça? Tout à fait. Et il y a une revendication de la terre à travers le rite de circoncision, comme cela sera avec les Judéens revenant de l'exil de Babylone, qui revendiqueront la terre à ceux qui ne sont pas partis en exil, sur la base de, entre autres, la circoncision et bien sûr le respect des interdits alimentaires. Nous sommes circoncis comme vous, donc nous avons droit à la terre. Tout à fait. Alors, en fait, c'est presque un rite de partage, finalement, la circoncision. Mais à aucun moment, et c'est ce que j'ai compris en pratiquant cette enquête, la circoncision est un rite de séparation. Ce n'est pas un rite de séparation. Non, c'est un rite d'adhésion, c'est-à-dire c'est un rite qui permet au contraire, l'exogamie, qui permet au contraire de rencontrer l'autre et de faire entrer l'autre dans son clan. Donc c'est un système d'altérité, oui, bien sûr. Ça crée un rapport d'altérité. Vous voulez dire que pour quelle raison la circoncision ferait-elle qu'une personne d'un autre clan pouvait être épousée? Comment est-ce qu'on peut comprendre la nécessité que l'homme soit circoncis? Est-ce que ça veut dire il n'y a rien qui nous sépare, il y a quelque chose qui nous sépare si vous n'êtes pas circoncis? Moi, je resterai à mon niveau, oui. Sur l'alliance, sur le serment, sur le pacte d'adhésion. Oui. Et à ce moment-là, la personne est accueillie dans le clan. En se circoncisant, l'homme montre qu'il est prêt à à changer de peau et à entrer dans un autre clan. Et à adhérer dans un autre clan. Exemple, les Romains. Donc c'est un rite initiatique, rite de passage, rite nuptial. Rite de passage, rite nuptial, mais pas forcément rite qui crée le mariage, puisque Dina, par exemple, qui est violée par Sichem, ses frères, Jacob va exiger la circoncision du violeur et de son clan, mais ça ne suffira pas à légitimer le mariage. Oui, parce que c'est un cas de viol, donc je rappelle que la fille de Jacob a été violée et que pour sauver son honneur,
ses frères ont demandé à la famille du violeur de se circoncire. Mais là, c'est un épisode affreux de la Bible, parce que ils pensaient sans doute qu'en se circoncisant, ils allaient pouvoir épouser Dina et entrer dans ce clan. En réalité, ces deux frères, qui sont d'ailleurs honnis par la Bible, ont profité de ce qu'ils étaient malades et de ce qu'ils récupéraient de la circoncision, ils ont même une opération, pour les tuer, c'est-à-dire pour venger l'honneur de la sœur. Et en résumé, ils ont refusé l'exogamie. C'est ça. Et préféré l'endogamie. C'est ça. D'ailleurs, récemment, Sébastien Allais, dans un livre, a bien montré que, contrairement à ce que pensaient les Romains et les Grecs, la circoncision n'était pas précisément un rite de ségrégation et de séparation, et notamment parce qu'Abraham, la première chose qu'il fait quand il est circoncis, c'est de recevoir des étrangers à sa table. Ça prouve bien que, contrairement aux préjugés qui existaient beaucoup dans la pensée gréco-romaine, la circoncision n'est pas un acte de ségrégation. On peut quand même se demander pourquoi les Romains l'ont tellement détesté. Alors, les Romains l'ont détesté parce que, n'oublions pas que les Grecs et les Romains, à Alexandrie notamment, se sont retrouvés au milieu de proches orientaux, de Juifs, de Syriens, de Phéniciens, etc., qui étaient circoncis. Donc, quelque part, la revendication nationaliste des Grecs et des Romains était de ne pas l'être. Oui. En plus, il y avait quand même un culte phallique chez les Grecs. Et il y avait le culte de Priape, bien sûr. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le prépuce était plutôt un honneur d'avoir un prépuce. Mais ils ont, oui, bien sûr. Mais il y avait aussi un culte phallique chez les Romains et qui était associé aux satyres. Et donc, ça leur a permis quelque part de caricaturer la circoncision comme étant la marque d'une sexualité débridée. Ce qui n'était pas le cas, évidemment. Débridée ou impuissante? Débridée. Débridée. C'est-à-dire qu'ils pensaient que les Juifs, grâce à la circoncision, allaient plus faire la mort, c'est ça? Et ils se moquaient, les Romains se moquaient, Tacite le premier, se moquait des Juifs qui avaient 7, 8, 9 enfants, alors qu'eux limitaient, par esprit de civilisation, limitaient le nombre d'enfants à 3. C'est très intéressant, je ne pense pas que vous en parliez dans votre livre, mais on a écrit des tonnes d'articles et même de livres sur une des composantes de l'antisémitisme nazi en tant qu'acte de jalousie vis-à-vis de prétendues puissances viriles des Juifs parce qu'ils étaient circoncis. Par exemple, l'interdiction aux femmes allemandes d'avoir des relations sexuelles avec des Juifs a été attribuée au fait que les Juifs avaient la réputation d'être beaucoup plus actifs sexuellement et que les Allemands, par jalousie, les nazis, ne voulaient pas que leurs femmes en profitent. Vous avez entendu parler de oui, mais bon, ça fait partie des légendes aussi, malheureusement. La légende, comme pour les Noirs, qu'ils ont une vérité plus active, ils font l'amour plus longtemps, c'est ça. Tout à fait. D'autant que les Romaines aussi préféraient des esclaves circoncis à des esclaves non circoncis. Ah oui. Voilà. Et ça, c'est aussi terrible. Elles préféraient aussi des esclaves castrés parce que c'était le moyen pour elles de ne pas tomber enceinte. Voilà, donc on est dans un rapport qui n'a rien à voir en réalité avec le rite lui-même de circoncision, qui est vraiment pas un rythme sexuel. Je trouve d'ailleurs très intéressant l'exigence de Saül à David de rapporter 100 prépuces de Philistins. Je voulais qu'on en parle justement. Il y a donc un aspect très bizarre dans la Bible, enfin un moment très bizarre, où David demande la main de la fille du roi Saül, et il a lui accorde s'il lui apporte 100 prépuces de Philistins, c'est-à-dire une dot un peu bizarre, évidemment, il n'y avait pas de dollars à l'époque. Donc, cette exigence qui nous paraît bizarre, finalement, votre livre l'éclaire bien, parce que le fait de prendre et de monnayer, en tout cas d'utiliser le prépuce d'un ennemi, est très répandu dans des tas de civilisations. Oui, et surtout dans ce cas spécifique, et ça c'est Philon d'Alexandrie, Flavius Joseph, quand ils vont réécrire ce passage-là, ils vont dire les têtes. Au lieu des prépuces. Au lieu des prépuces. Ça les gênait que David coupe. Remarquez, c'est plus sympathique de couper les prépuces que de couper des têtes. Alors, ce qui se passait, c'est que dans le monde sémitique ancien, on comptait le butin au phallus tranché. Donc les ennemis morts, pour le butin, on tranchait. On les circoncisait. On tranchait entièrement. On les émasculait entièrement et on comptait, par tête de prépuce, on comptait le butin. Ah, c'est comme ça qu'on comptait. Voilà. Il y avait des descriptions extraordinaires de champs de blé, de rois assyriens qui parlent de champs de blé
en parlant des prépuces tranchés et jetés. Voilà. C'était des trophées de guerre. C'était des trophées de guerre et ça permettait de compter le butin. Voilà. Comme l'émasculation est totalement bannie dans le judaïsme, il est difficile que David ait à pratiquer une telle tradition. Enfin, c'était sur des Philistins, peut-être qu'ils s'autorisaient à le faire. Tu vois, c'est une histoire très curieuse. Flavius Joseph a dit que c'était une manière de parler, et qu'en fait, il n'avait coupé que les têtes. Que les têtes. Que ce soit Philon ou Flavius Joseph, il ne faut pas oublier qu'ils parlent aux Romains. C'est ça. Et donc, ils essayent d'expliquer aux Romains leurs pratiques, leurs rites, etc., et les rendre acceptables par les Romains. Bon, d'où le principe, par exemple, de l'aspect hygiénique de la circoncision, qui, bien sûr, n'a pas de sens à ce moment-là. Ça n'a pas de sens, mais tout de même, se retrouve dans diverses civilisations, cet aspect hygiénique. Il me semble qu'il y a des civilisations dans lesquelles on le faisait par hygiène. Je ne parle pas de la cour d'Angleterre, mais les vertus hygiéniques de la circoncision, on en parle au cours de l'histoire. Même d'ailleurs aux États-Unis, on pratique assez couramment la circoncision pour éviter les phimosis et des maladies vénériennes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas le propos il y a 2000 ans. Voilà, c'est le propos maintenant qu'on est au courant, maintenant qu'on a un progrès scientifique, mais à ce moment-là, c'était pas le propos.